Bonsoir à tous les enfants. L'histoire de ce soir que je vais vous présenter s'intitule « La danse des rois et des reines de la forêt ». Cette histoire, écrite et réalisée par le monde des enfants, va bientôt débuter. J'espère que tu es prêt. Installe-toi confortablement dans ton lit, serre fort ton doudou et ferme tes petits yeux. L'histoire commence. L'hiver avait recouvert la forêt d'un doux manteau blanc. Les sapins se dressaient fièrement, leurs branches alourdies par la neige scintillante, et le silence de la clairière était seulement brisé par le craquement léger des pas de Sam, le cerf majestueux. Son souffle formait de petits nuages devant son museau et il jetait des regards attentifs autour de lui. Aujourd'hui, tout devait être parfait. C'était le jour de la fête de la galette des rois, un moment que tous les animaux attendaient avec impatience. Près d'un grand chêne noueux, Anna la biche déposait délicatement des pommes de pin et des baies rouges pour décorer la table. Ses sabots fins s'enfonçaient dans la neige alors qu'elle ajustait chaque détail avec soin. Elle voulait que tout soit beau, même magique. « Sam, viens voir! Tu crois que ce ruban va tenir avec le vent ?» demanda-t-elle en plissant son museau, inquiète. Sam s'approcha lentement, ses bois majestueux s'illuminant sous les rayons du soleil hivernal. Il observa le ruban doré que la biche essayait d'attacher autour d'un panier rempli de friandises. Si le vent se lève comme hier, on risque de voir ce panier voler jusqu'à la rivière. Répondit-il en riant doucement, ses yeux pétillants de malice. Non loin de là, Tim le lièvre sautillait dans tous les sens, une invitation entre les dents. Il courait si vite que ses longues oreilles semblaient flotter derrière lui. « Anna, Sam, vous devriez voir la neige là-bas. Oh, elle brille comme si des étoiles étaient tombées du ciel. Mais bon, je n'ai pas le temps, je dois finir ma tournée. » Pendant ce temps, au bord de la rivière gelée, Oscar le castor ajustait la couronne tressée avec fierté. Mais soudain, une bourrasque s'éleva, emportant la couronne dans les airs. La couronne tressée tourbillonna dans les airs comme une feuille emportée par le vent. Oscar le castor ouvrit de grands yeux ronds et, dans un bond maladroit, tenta de l'attraper. Mais la couronne, légère et capricieuse, s'éloigna au-dessus des arbres enneigés. « Oh non, pas la couronne !» cria-t-il en frappant la neige de sa queue plate. Pendant ce temps, dans la clairière, Sam et Anna remarquèrent le vacarme. Anna tourna ses grands yeux bruns vers le ciel, les oreilles dressées. « Qu'est-ce qui se passe? On dirait qu'Oscar a des ennuis. » Sam hocha la tête et, d'un pas majestueux, se dirigea vers la rivière. Quand ils arrivèrent, ils virent Oscar sautillant dans tous les sens. Ses petites pattes griffées pointaient le ciel, où l'on distinguait à peine la couronne, flottant au loin comme un petit cercle doré. « Elle est partie! Le vent l'a volée !» s'écria le castor, les larmes aux yeux.
Du calme, Oscar. On va la retrouver, dit Sam d'un ton apaisant, bien qu'un frisson d'inquiétude lui traversa le dos. La couronne était le cœur de la fête, et sans elle, il n'y aurait ni roi ni reine pour cette journée si spéciale. Anna, toujours pragmatique, regarda les empreintes dans la neige. Le vent souffle vers la rivière. Elle a peut-être atterri près des roseaux. Tim le lièvre arriva à ce moment, ses moustaches frémissant d'excitation. Oh, pas de panique. Moi, je suis rapide. Je peux courir, explorer toute la forêt, déclara-t-il, bondissant autour du groupe comme un tourbillon de neige. Les 4 amis décidèrent de partir ensemble. La neige crissait sous leurs pas et leur souffle chaud formait de petits nuages dans l'air glacé. Chacun se sentait un peu inquiet, mais aussi déterminé. Cette couronne, ils allaient la retrouver. Et l'aventure ne faisait que commencer. Le petit groupe avançait dans la forêt blanche, leurs pas légers laissant des empreintes dans la neige immaculée. Le vent s'était calmé, mais l'air restait glacé, piquant leurs museaux et faisant rougir les joues d'Anna la biche. Sam marchait en tête, ses bois imposants frôlant parfois les branches enneigées. Derrière lui, Tim le lièvre bondissait d'un buisson à l'autre, sa petite queue blanche frémissant d'excitation. Je parie que je trouverai la couronne avant vous, lança Tim, ses longues oreilles se dressant fièrement. Mais un flocon lui chatouilla le nez et il éternua si fort qu'il trébucha dans un tas de neige. Anna étouffa un rire en le relevant avec douceur. « Allons, Tim, concentre-toi. On a une mission importante, » dit-elle avec un sourire. Près d'un arbre, Oscar le castor inspectait la neige avec un sérieux qui faisait sourire ses amis. Il souleva une branche, fouilla sous un tas de feuilles gelées et grogna. Pas de couronne ici non plus. C'est comme chercher une aiguille dans une botte de foin givré. Soudain, Sam s'arrêta et leva une patte. « Regardez là-bas !» Sous un arbre tordu, ils aperçurent des baies rouges dispersées sur le sol. La couronne, faite de branches et de baies, avait sûrement laissé des traces. « Oh ! C'est une piste !» s'écria Anna, ses grands yeux bruns brillants d'espoir. En suivant les baies, ils arrivèrent au bord d'un ruisseau gelé. La glace luisait comme un miroir sous la lumière pâle de l'hiver. Tim approcha prudemment une patte, mais recula aussitôt. « Oh, ça glisse. Pas question que je finisse comme un glaçon géant. » Sam observa la glace, réfléchissant. « Il faut traverser. La couronne doit être de l'autre côté. » Chacun sentit un petit pincement d'inquiétude, mais il savait qu'il ne pouvait pas abandonner. Avec prudence et beaucoup de courage, ils commencèrent à traverser le ruisseau gelé, espérant que la couronne était tout près. Le ruisseau gelé scintillait sous les rayons faibles du soleil, un tapis de glace lisse et traître. Sam le cerf posa prudemment un sabot sur la surface.
La glace grinça légèrement, mais elle tint bon. Doucement, pas de geste brusque, murmura-t-il, son souffle formant des nuages devant son museau. Derrière lui, Tim le lièvre, toujours plein d'énergie, ne put s'empêcher de sautiller sur place. Pourquoi on chuchote? La glace va pas nous entendre, si? Dit-il avec un sourire, mais son rire fut étouffé par un regard sévère d'Anna la Piche. Tim, si tu veux traverser ce ruisseau, tu vas devoir être sage pour une fois, dit Anna avec un ton doux mais ferme. Oscar le castor, qui n'était pas du tout rassuré, traînait derrière. Je ne suis pas fait pour marcher sur la glace. Moi, je construis des barrages, je ne les traverse pas. Il tapota nerveusement sa queue contre la neige. Sam guida le groupe avec calme, s'assurant que chacun avançait en sécurité. Le ruisseau semblait interminable, chaque pas résonnant dans le silence glacé. Tim glissa une ou deux fois, mais réussit à se rattraper, éclatant de rire malgré la situation. C'est comme du patinage, dit-il en tournant maladroitement sur lui-même. Quand ils atteignirent enfin l'autre rive, Oscar soupira de soulagement. Ouf! Terre ferme! Si j'avais une moustache, elle serait blanche de peur. Mais leur soulagement fut de courte durée. Anna, qui observait autour d'eux, aperçut une ombre étrange parmi les arbres. Là, nichée entre des racines couvertes de givre, se trouvait la couronne. Mais elle n'était pas seule. Une famille de belettes curieuses l'entourait, jouant avec comme s'il s'agissait d'un jouet. « Que fait-on maintenant ?» demanda Oscar, inquiet. Sam répondit d'un ton déterminé. « On va leur parler. Avec un peu de chance, elles comprendront. » Le groupe s'approcha doucement, prêt à tenter de convaincre les belettes de leur rendre ce précieux trésor. La petite famille de belettes levait des yeux curieux vers Sam, Anna, Tim et Oscar qui se tenaient à quelques pas. Les belettes étaient minuscules avec des fourrures blanches comme la neige et leurs museaux pointus frémissaient. La couronne, posée à leurs pieds, brillait sous la lumière pâle du ciel d'hiver. Sam s'avança avec douceur, baissant ses bois pour paraître moins impressionnant. « Bonsoir, ami belette !» dit-il d'une voix calme. « Cette couronne est très importante pour nous. Elle est le cœur de notre fête. Pourriez-vous nous la rendre ?» Les belettes échangèrent des regards entre elles, puis la plus grande secoua la tête avec un petit sifflement. Anna, touchée par leur innocence, comprit rapidement. « Elle pense que c'est un jouet. Regardez comme elle l'admire. » Tim, toujours prêt pour une idée farfelue, s'écria. « Et si on leur montrait ce qu'on fait avec? Une vraie fête, et avec une danse et tout? Peut-être qu'elles voudront participer ?» Oscar soupira, sceptique. Danser dans la neige? Pourquoi pas une chanson tant qu'on y est? Mais Sam, qui voyait une lueur d'espoir, hocha la tête.
Essayons. » Ils formèrent un cercle sous les étoiles scintillantes. Anna donna le signal en frappant doucement le sol de son sabot, créant un rythme doux. Tim, toujours enthousiaste, bondit et tourna comme une toupie, déclenchant un rire léger des belettes. Sam fit un pas majestueux, ses sabots traçant de délicates arabesques dans la neige, tandis qu'Oscar tapait le rythme avec sa queue. Peu à peu, les belettes se joignirent à la danse. Leur légèreté et leur agilité ajoutèrent une magie unique à ce moment. Sous les flocons qui commençaient à tomber, la clairière s'anima d'un ballet joyeux où rire et mouvements s'entremêlaient. Quand la danse s'arrêta, la grande belette fit rouler la couronne jusqu'à Sam avec un sifflement approbateur. Les amis applaudirent doucement, émus et reconnaissants. La couronne était sauvée et la fête pouvait continuer. La clairière scintillait sous la lumière douce des étoiles, comme si la forêt entière retenait son souffle. Sam, Anna, Tim et Oscar, la couronne enfin récupérée, retournèrent triomphalement au centre de la clairière. La neige crissait sous leurs pas et leur cœur battait de fierté. Les belettes les avaient même suivis, curieuses de voir cette fameuse fête. Anna disposa délicatement la couronne au centre de la grande table. Les autres animaux de la forêt, grands et petits, s'étaient rassemblés autour, leurs yeux pétillants d'excitation. Sam se tourna vers eux et, d'une voix calme et profonde, déclara : « Cette année, nous avons appris que la fête n'est pas seulement une couronne ou une galette. C'est l'amitié et l'entraide qui la rendent spéciale. » Tim, incapable de rester immobile, bondit joyeusement. « Mais il faut bien une reine ou un roi. Sinon, qui va manger le premier bout? Sinon, qui va manger le premier bout de galette ?» Les animaux éclatèrent de rire. Anna, toujours attentive, se tourna vers Sam. « Je crois que nous savons qui mérite cette couronne. » Tous les regards se posèrent sur Anna elle-même. Grâce à sa sagesse et à sa gentillesse, elle avait guidé le groupe dans les moments difficiles. Sam prit la couronne entre ses bois majestueux et la déposa doucement sur la tête d'Anna. « Longue vie à notre reine !» déclara-t-il avec un sourire. La clairière s'emplit d'acclamations, suivie du parfum sucré de la galette que l'on partageait entre amis. Tim mangea si vite qu'il faillit avaler la fève, provoquant des éclats de rire. Oscar, pour une fois, se laissa aller à rire aussi, sa queue battant joyeusement la neige. Les belettes, bien que discrètes, reçurent aussi une part de galette. Sous les flocons qui dansaient doucement dans le ciel, la fête dura jusqu'à tard dans la nuit. La forêt, unie par cette aventure, brillait d'une chaleur que seule l'amitié pouvait offrir. Une année commençait, et avec elle, de nouvelles promesses d'histoire et de joie à partager. Dans une clairière cachée au cœur de la forêt, la neige tombait doucement, recouvrant le sol d'un épais tapis blanc et moelleux. Les arbres, alourdis par les flocons, semblaient porter des manteaux d'hiver. L'air était frais et un silence paisible régnait, seulement brisé par le craquement d'une branche
ou le bruissement d'un animal curieux. Ce matin-là, Blaise le blaireau sortit de son terrier, son museau noir frémissant dans l'air froid. Il observa la clairière, ses petits yeux pétillant d'émerveillement. C'était une véritable carte postale d'hiver. Derrière lui, Gaspard le geai sautillait sur une branche enneigée. Avec un cri joyeux, il s'écria: « Regardez cette neige, c'est parfait pour jouer !» Peu après, Martine la martre arriva, son pelage brun brillant sous la lumière. Toujours vive et débordante d'énergie, elle lança une boule de neige sur Blaise qui fit un bond de surprise. « Attrape ça, Blaise !» s'exclama-t-elle en riant. Théo le tamia quant à lui, sortit timidement d'un tas de feuilles. Il frissonna, mais ses yeux pétillaient d'excitation. « C'est vrai qu'on pourrait faire une grande bataille, mais on devrait peut-être fixer des règles, non ?» suggéra-t-il, grattant nerveusement sa petite patte. La clairière s'anima peu à peu. Les animaux, emportés par l'idée, ramassaient la neige, la roulaient entre leurs pattes et s'amusaient à lancer les premières boules. Mais bientôt, Gaspard, dans son enthousiasme, lança une boule qui atterrit sur la tête d'un arbre. Une avalanche de neige s'effondra, couvrant Théo. Le petit Amia en ressortit en éternuant, ce qui fit éclater tout le monde de rire. Blaise, qui aimait l'harmonie, proposa avec douceur: « Si on organisait la bataille, une vraie, avec des équipes et des forteresses de neige ?» Les regards s'éclairèrent et chacun commença à réfléchir à comment rendre cette journée inoubliable. Le soleil d'hiver brillait haut dans le ciel, rendant la neige étincelante comme un tapis de diamants. La clairière bourdonnait d'enthousiasme. Les animaux, les pattes dans la poudreuse, débattaient joyeusement sur la meilleure façon de commencer leur bataille. Blaise, le plus sage d'entre eux, se tenait au centre. Il racla sa gorge doucement pour capter l'attention. « Alors, pour que tout le monde s'amuse, il nous faut des équipes équilibrées et quelques règles simples. » Martine la martre bondit avec énergie, son pelage luisait sous le soleil et ses yeux pétillaient d'excitation. « Pas besoin de règles, moi je suis la plus rapide, je vais gagner, c'est sûr !»« Ce n'est pas une course, Martine, » répliqua Théo. Le petit Amia, en croisant ses pattes sur sa poitrine. Malgré sa petite taille, il essayait de paraître sérieux. « Si tout le monde fait ce qu'il veut, ça va être le bazar. » Pendant ce temps, Gaspard le geai sautillait d'une branche à l'autre, lançant ses idées à la volée. « On pourrait construire des tours de neige ou peut-être un piège à boules de neige. » Mais tout le monde parlait en même temps et bientôt, leurs voix se mélangeaient en un brouhaha joyeux. Blaise fronça les sourcils. Il n'aimait pas que les choses deviennent désordonnées. Avec une patience bienveillante, il proposa. « Écoutez, formons 2 équipes. Martine et Gaspard d'un côté, Théo et moi de l'autre. Et pas de coups bas. » Les animaux acceptèrent, chacun réfléchissant déjà à sa stratégie.
Martine ramassait de la neige avec ses petites pattes rapides, tandis que Gaspard cherchait la meilleure cachette. Théo, lui, construisait un petit mur de neige pour se protéger, ses moustaches frémissantes de concentration. Blaise observa la clairière avec un sourire. Les animaux travaillaient avec entrain et l'ambiance était joyeuse. Le jeu n'avait pas encore commencé, mais il sentait déjà que cette journée serait mémorable. Le grand moment était arrivé. La clairière, si calme ce matin, était désormais animée par une effervescence joyeuse. D'un côté, Martine et Gaspard se tenaient prêts, leur forteresse de neige ressemblant à un château miniature, avec des murs hauts et solides. De l'autre, Théo et Blaise avaient construit un rempart plus modeste, mais astucieux, avec une ouverture permettant de lancer leurs boules de neige sans être vus. La lumière du soleil dansait sur la neige immaculée, tandis qu'un vent léger faisait frissonner les branches des sapins. L'air était rempli de cette excitation particulière, celle d'un jeu qui allait commencer. Martine, les pattes dans la neige, tapait joyeusement du pied, impatiente. Préparez-vous, ça va être une avalanche de boules. Blaise, toujours calme, adressa un sourire à Théo, qui s'affairait à empiler un tas de munitions. Prends ton temps, petit. Nous avons tout ce qu'il nous faut pour riposter. Gaspard, lui, planait juste au-dessus de leur forteresse. Ses ailes battirent dans un éclat de neige alors qu'il criait « Attention! Voilà la première attaque !» Et hop! Une boule de neige fila à toute vitesse, s'écrasant sur le rempart des adversaires. Martine lança sa première salve avec un rire malicieux. Les boules de neige volaient dans tous les sens, laissant derrière elles des éclats brillants comme des étoiles. Théo, concentré, lançait ses boules avec une précision surprenante, faisant tomber la neige du haut de la forteresse de Martine. Les rires et les exclamations joyeuses résonnaient dans la clairière, mais bientôt, la compétition devint plus intense. Martine, encouragée par ses réussites, lançait de plus en plus vite, tandis que Blaise essayait de garder son équipe organisée. Mais dans leur excitation, les deux équipes commençaient à perdre de vue le plaisir du jeu. Les tirs devenaient plus pressés, moins précis, et une tension subtile s'installait dans l'air glacial. Blaise, observant la scène, fronça légèrement les sourcils. « Est-ce qu'on s'amuse encore ?» murmura-t-il pour lui-même. La bataille atteignait son apogée. Les boules de neige volaient dans tous les sens comme des étoiles filantes dans un ciel blanc. Martine courait si vite autour de la clairière que ses pattes semblaient à peine toucher le sol. « Attrapez-moi si vous pouvez !» cria-t-elle en lançant une boule qui s'écrasa en plein sur le dos de Blaise. Gaspard, toujours perché sur une branche, observait la scène d'en haut, prêt à fondre sur ses adversaires. Bombardement aérien en approche! Lança-t-il en piquant vers Théo, qui se recroquevilla derrière son mur de neige. Le Tamia, frissonnant de froid mais aussi d'excitation, marmonna. « Ce n'est plus une bataille, c'est une tempête. » Mais peu à peu, l'ambiance changea. Les rires devenaient plus rares, remplacés par des exclamations frustrées. Martine trébucha dans la neige, s'éclaboussant de poudreuse,
et grogna en secouant la tête. « Ce n'est pas juste! Blaise ne fait que se cacher !» dit-elle en tapant du pied. De l'autre côté, Théo ramassait des boules de neige avec des gestes nerveux, son petit cœur battant vite. « Je n'arrive plus à suivre. Ils sont trop rapides, » murmura-t-il, les oreilles baissées. Même Blaise, d'ordinaire si patient, semblait perdre son calme. Il soupira en voyant Gaspard lancer des boules de neige sans même viser correctement. « Ce n'est plus un jeu. » Puis, tout bascula. Une boule de neige atterrit accidentellement sur une branche haute, déclenchant une cascade de neige qui tomba sur Martine et Gaspard. Les deux se retrouvèrent ensevelis, ne laissant dépasser que leurs oreilles et un bout de queue. La clairière, si joyeuse quelques minutes plus tôt, était maintenant silencieuse. Blaise se redressa, son museau couvert de neige, et regarda autour de lui. Les forteresses étaient en ruine, les animaux couverts de neige et d'épuisement. Tout le monde semblait triste, même Martine qui murmura. « Ce n'était pas censé être comme ça !» Blaise, le cœur lourd, se releva lentement. Il savait qu'il fallait trouver une solution avant que ce jeu ne devienne un souvenir amer. Un silence étrange flottait dans la clairière. Le vent léger balayait doucement les flocons, mais personne ne bougeait. Martine, encore couverte de neige, soupira en s'asseyant sur une pierre froide. « C'était une mauvaise idée, » murmura-t-elle, ses yeux baissés. Blaise, le cœur serré, prit une grande inspiration. Il avança lentement, ses pattes laissant des empreintes profondes dans la neige. Ses moustaches frémissaient sous l'effet du vent glacial, mais son regard était calme et doux. Il s'arrêta près de Martine, Gaspard et Théo, qui semblaient tous fatigués et un peu honteux. « Écoutez les amis, » commença-t-il d'une voix posée. « Ce matin, on voulait tous passer une belle journée, s'amuser ensemble. Mais quelque chose a changé. Vous l'avez senti, n'est-ce pas ?» Théo hocha timidement la tête. « Oui, on a oublié que c'était juste un jeu. Je voulais trop gagner. » Gaspard baissa la tête, ses plumes frissonnant légèrement. « Moi aussi, je me suis laissé emporter. » Blaise posa une patte rassurante sur l'épaule de Martine, qui regardait toujours le sol. « Parfois, on se trompe, mais ce n'est pas grave. L'important, c'est ce qu'on fait après. Et si on changeait un peu les règles ?» Les trois amis levèrent les yeux, intrigués. Blaise sourit et pointa du museau la neige autour d'eux. « Et si, au lieu de nous battre les uns contre les autres, on travaillait ensemble ? On pourrait construire une immense forteresse de neige plus grande que tout ce qu'on n'a jamais vu. Une forteresse où tout le monde serait bienvenu. » Les mots de Blaise réchauffèrent les cœurs. Martine se redressa, un petit sourire timide apparaissant sur son museau. « Une forteresse géante avec des tours ?» Gaspard déploya ses ailes, l'enthousiasme revenant dans ses yeux. « Et des fenêtres pour surveiller les environs ?» Théo, avec un petit rire, ajouta. « Et un toit
pour éviter les avalanches. Ensemble, ils retrouvèrent cette étincelle d'amusement. La clairière n'était plus un champ de bataille, mais un terrain d'aventure partagé. La clairière brillait sous le soleil d'hiver, mais cette fois, ce n'était pas un champ de bataille. C'était un atelier géant où chaque animal travaillait avec énergie et joie. Les pattes de Martine creusaient la neige à toute vitesse pour former des blocs, tandis que Gaspard volait d'un côté à l'autre, transportant des morceaux de neige avec ses petites griffes. Attention, livraison spéciale! Cria-t-il en laissant tomber un bloc pile devant Théo. Théo, concentré, façonnait les blocs en une base solide. Ses petites pattes tapaient délicatement la neige pour qu'elle tienne bien en place. Voilà, parfait. Ce mur ne bougera pas d'un poil, dit-il fièrement, ses moustaches frémissant de satisfaction. Blaise, lui, s'occupait des détails. Avec ses grosses pattes, il sculptait une arche majestueuse à l'entrée de leur forteresse. C'est pour accueillir tous ceux qui voudront entrer, expliqua-t-il avec un sourire. La forteresse grandissait à vue d'œil. Elle avait des hautes tours, des murs solides et même une petite cour intérieure où Martine avait tracé un labyrinthe pour jouer. Les rires résonnaient dans la clairière, réchauffant l'air glacial. « Eh Blaise, tu crois qu'on peut ajouter un toboggan ?» demanda Gaspard en pointant une pente enneigée. Blaise éclata de rire. « Pourquoi pas? C'est une forteresse d'amusement après tout. » Quand le soleil commença à descendre, les animaux s'arrêtèrent pour admirer leur œuvre. Sous la lumière dorée, la forteresse brillait comme un château de cristal. Martine soupira de bonheur. « Ah, c'est encore mieux qu'une bataille de boules de neige. » Blaise hocha la tête, le cœur rempli de fierté. « Ça, c'est parce qu'on l'a fait ensemble. » Cette nuit-là, la clairière s'endormit dans une paix douce. Les animaux, blottis dans leurs abris, rêvaient déjà de leur prochaine aventure dans leur forteresse. Un lieu construit avec des rires, des efforts partagés et surtout, beaucoup d'amitié. Par une douce après-midi de printemps, Élise jouait dans le jardin de sa grand-mère, les pieds nus sur l'herbe tendre. Tout autour, les fleurs dansaient au rythme d'une brise légère et le bourdonnement des abeilles semblait raconter des secrets. Mais quelque chose d'étrange attira soudain son attention. Près du vieux pommier, un bruit métallique, régulier et curieux. Élise se pencha, plissant les yeux. Là, au pied de l'arbre, un petit lapin pas comme les autres semblait s'agiter. Sa fourrure brillait comme de l'argent et une clé dorée tournait lentement dans son dos. Élise sentit son cœur bondir d'excitation. « Mais qu'est-ce que tu es, toi ?» murmura-t-elle émerveillée. Le lapin mécanique tourna la tête vers elle et, sans un mot, se mit à courir en direction d'un trou au pied du pommier. Fascinée, Élise le suivit.
le lapin plongea dans le trou et avant qu'elle ne puisse réfléchir, Élise glissa aussi, emportée dans un tourbillon étrange. Tout tournait autour d'elle. Des rouages scintillants flottaient dans un vide doré et des sons de cliquetis résonnaient comme une immense horloge invisible. Puis, tout à coup, Élise atterrit doucement sur un tapis de mousse dans un lieu d'une beauté saisissante. Elle se trouva dans un jardin aux couleurs irréelles. De gigantesques horloges en forme de fleurs balançaient leurs aiguilles doucement, comme si elles respiraient. Une rivière brillante coulait, faisant un bruit de tic-tac apaisant. Mais, plus surprenant encore, chaque horloge semblait vivante, avec des visages sculptés et des yeux qui pétillaient. Élise sentit une vague d'émerveillement la traverser. Oh, ce n'était pas un rêve, mais une aventure magique qui commençait. Avec un mélange d'inquiétude et d'excitation, elle murmura : « Où suis-je » Élise avançait prudemment dans le jardin étrange, émerveillée, mais un peu inquiète. Les horloges autour d'elle semblaient la suivre du regard, leurs aiguilles brillant sous une lumière dorée qui semblait venir de partout et de nulle part. L'air sentait le miel et le métal poli, un mélange doux et intrigant. Des cliquetis résonnaient comme une symphonie mécanique. Soudain, une énorme horloge posée au centre d'une clairière se mit à vibrer. Elle était si grande qu'Élise devait lever la tête pour voir son sommet. Sur un cadran lumineux, une petite bouche se dessina et 2 yeux en spirale s'ouvrirent. « Bienvenue, petite voyageuse. Je suis Grand Tic-Tac, gardien du temps dans ce jardin mécanique, » déclara l'horloge d'une voix grave mais chaleureuse. Élise, intimidée, serra ses mains contre sa poitrine. « Où suis-je ? Et pourquoi toutes ces horloges semblent vivantes ?» Grand Tic-Tac soupira et le bruit fit trembler l'herbe autour. « Ici, chaque horloge maintient une partie du temps. Les secondes pour courir, les minutes pour réfléchir et les heures pour rêver. Mais quelque chose ne va pas. » Le regard de Grand Tic-Tac s'assombrit. Les aiguilles ralentissent. Les horloges s'éteignent une à une. Si le temps s'arrête complètement, le jardin disparaîtra. Et tout le temps du monde avec lui. Élise sentit son cœur s'alourdir. Comment quelque chose d'aussi magique pouvait-il être en danger ? C'est alors qu'une ombre glissa au loin. Élise aperçut une silhouette étrange, élancée et inquiétante, entourée de grains de sable scintillants. Grand Tic-Tac murmura : « C'est le baron des sables. Il veut figer le temps pour toujours et plonger le monde dans l'immobilité. Nous devons l'arrêter, mais je suis impuissant sans l'horloger fantastique. » Élise sentit une poussée de courage. « Peut-être que je peux vous aider ?» déclara-t-elle, le regard déterminé. Le cœur d'Élise battait vite.
Elle savait qu'elle devait agir, mais où chercher l'horloger fantastique? Grand Tic-Tac la guida jusqu'à un sentier doré, serpentant à travers le jardin. Avant qu'elle ne parte, il lui confia un compagnon, Tac-Tac, un petit réveil en cuivre dont les aiguilles en forme de bras gesticulaient sans cesse. « Je suis petit, mais je suis rapide !» déclara Tac-Tac d'une voix vive et joyeuse. Élise ne put s'empêcher de sourire. Avec lui, elle se sentait un peu moins seule. Ils traversèrent une forêt d'arbres horloges dont les feuilles en verre tintaient doucement à chaque brise. Les troncs étaient ornés de rouages qui tournaient lentement, comme des cœurs battants. Élise posa une main sur l'un des troncs et sentit une douce vibration. Mais soudain, une horloge à coucou suspendue à une branche s'effondra dans un bruit sourd. Tac-Tac frissonna. « Les horloges s'éteignent. Nous devons nous dépêcher. » Ils atteignirent un champ étrange où les fleurs poussaient en accéléré sous leurs yeux, naissant, fleurissant et se fanant en quelques secondes. Élise ressentit à la fois l'émerveillement et la tristesse de voir le temps filer si vite. « L'horloger doit être proche !» murmura-t-elle déterminée. Enfin, au loin, une lumière scintillante attira leur attention. Ils découvrirent une grotte aux murs recouverts d'engrenages d'argent et d'or. La lumière provenait d'un immense cadran solaire suspendu au plafond. Dans l'ombre, une silhouette apparut. Un vieil homme à la barbe blanche, vêtu d'un manteau couvert de poussière d'étoiles. « Qui ose troubler ma retraite ?» demanda-t-il, sa voix résonnant comme un écho profond. Élise s'avança courageusement. « Je suis Élise. Grand Tic-Tac m'a envoyé. Le jardin a besoin de vous. » Le vieil homme soupira profondément, son regard brillant d'une étrange mélancolie. La lumière du cadran solaire illuminait doucement la grotte, projetant des ombres dansantes sur les murs ornés d'engrenages et de plans complexes. Élise observait le vieil homme avec curiosité. Ses yeux, d'un bleu profond, semblaient porter le poids des âges. Il tenait dans ses mains une petite montre dont les aiguilles immobiles donnaient l'impression qu'elle avait cessé de vivre. « Pourquoi êtes-vous parti, si le jardin a tant besoin de vous ?» demanda Élise d'une voix douce, mais déterminée. L'horloger baissa la tête. « Parce que je pensais que le temps devait être libre. Pendant des siècles, j'ai réparé les horloges et maintenu l'équilibre. Mais je me suis demandé, le monde a-t-il vraiment besoin de moi? Je suis fatiguée, petite Élise. » Tac-Tac, qui jusque-là s'était tenu silencieux, sauta sur une étagère faisant vibrer les rouages. « Fatigué ou pas, le jardin va disparaître. Vous ne pouvez pas rester ici, regarder les aiguilles et s'arrêter. » Le vieil homme fronça les sourcils, mais Élise s'approcha de lui, ses yeux remplis de compassion. « Le temps est comme une rivière, non? Si vous ne guidez pas son cours, il peut se perdre ou s'assécher. Nous avons besoin de vous pour relancer cette rivière. » L'horloger la fixa longuement,
comme s'il cherchait des réponses dans ses mots. Finalement, il se leva, chaque mouvement lent, mais empreint de détermination. Il ajusta son manteau scintillant et saisit un outil étrange ressemblant à une clé d'horlogerie géante. « Très bien, petite Élise, conduis-moi au jardin, mais sache que le baron des sables n'abandonnera pas sans se battre. » Alors qu'il quittait la grotte, Élise sentit à la fois l'espoir et la peur grandir en elle. La lumière du cadran solaire s'éteignit derrière eux et le chemin de retour semblait plus sombre. Pourtant, elle serra les poings. Elle était prête. Quand Élise et l'horloger fantastique revinrent au jardin, une lourde tension pesait dans l'air. Les horloges, si vives autrefois, semblaient figées dans un silence inquiétant. L'herbe scintillante était couverte d'une fine poussière dorée et la lumière douce du jardin avait été remplacée par un crépuscule étrange. Soudain, une voix grave et sinistre résonna comme un écho dans une grotte vide. Alors, l'horloger daigne enfin sortir de sa retraite? Trop tard. Le temps est à moi désormais. De l'ombre émergea le baron des sables, grand et imposant, son manteau tourbillonnant comme un désert vivant. Sa tête était dissimulée sous une capuche sombre, mais ses yeux, semblables à 2 grains de sable lumineux, fixaient Élise avec une froideur glaciale. « Laissez le jardin en paix !» s'écria Élise, son cœur battant si fort qu'elle pouvait l'entendre dans ses oreilles. Le baron éclata de rire, un son sec et tranchant. Pourquoi s'agiter quand tout peut être figé à jamais? Imaginez un monde parfait, sans changement, sans chaos. L'horloger avança, tenant sa clé géante comme un bâton de commandement. « Un monde figé n'est pas parfait, baron. Il est mort. » Mais le baron fit un geste et un vent de sable rugissant se leva, enveloppant Élise et tac-tac. La petite horloge cria. « Élise, protège-moi, verrouillez !» Élise, tremblante, chercha une idée. « Baron, vous aimez contrôler, mais pouvez-vous dompter votre propre création ?» dit-elle soudain, en désignant le grand sablier qui trônait au centre du jardin. Le baron, intrigué, s'approcha. Élise profita de son moment d'inattention pour renverser le sablier géant, libérant un torrent de sable qui l'enveloppa comme une cage mouvante. Le baron hurla, pris au piège. Les horloges, libérées de sa présence, commencèrent à vibrer doucement et un premier tic-tac résonna dans l'air. L'horloger posa une main sur l'épaule d'Élise. « Bien joué, petite fille. Tu as sauvé le jardin. » Une douce lumière dorée baignait à nouveau le jardin. Les horloges, libérées de la menace du baron des sables, retrouvaient leur vie. Leurs aiguilles tournaient en rythme et un joyeux tic-tac emplit l'air comme une musique. Élise,
sentit une chaleur réconfortante l'envahir. Elle regarda autour d'elle, émerveillée de voir le jardin renaître. Grand tic-tac, sa lumière plus vive que jamais, s'approcha d'Élise et de l'horloger. Le temps respire à nouveau grâce à vous. Merci, Élise, pour ton courage et ta ruse. Tac-tac sauta joyeusement. Tu as sauvé tout le jardin, Élise. Je savais que tu étais capable. L'horloger fantastique, bien qu'épuisé, sourit doucement à la petite fille. Tu as fait ce que moi-même, le maître du temps, avait oublié. Tu as cru que le temps méritait d'être protégé. Élise rougit légèrement, mais elle se sentit fière. Pourtant, au fond de son cœur, une petite tristesse naissait. « Est-ce que je dois partir maintenant ?» demanda-t-elle d'une voix tremblante. Grand tic-tac hocha lentement la tête. « Le temps est précieux, Élise, et ton monde a besoin de toi. Mais nous ne t'oublierons jamais. » L'horloger tendit à Élise un objet minuscule, brillant dans sa main ridée. Une petite montre mécanique ornée de minuscules rouages en or. Voici une montre du jardin des horloges. Quand tu te sentiras perdu, regarde-la. Elle te rappellera que chaque instant compte. Élise serra la montre contre son cœur, les larmes aux yeux. Une brise douce l'entoura, et tout à coup, le jardin commença à s'effacer doucement, comme un rêve au réveil. Quand elle ouvrit les yeux, Élise était allongée dans l'herbe sous le vieux pommier. Dans sa main, la montre brillait doucement. Elle sourit, le cœur rempli de gratitude, et chuchota. « Merci, jardin des horloges, je n'oublierai jamais. » Et dans le vent, un léger tic-tac, tic-tac semblait murmurer en réponse. Dans une petite cabane nichée au cœur de la forêt enneigée, la cheminée crépitait doucement, projetant des ombres dansantes sur les murs en bois. Dehors, les arbres étaient couverts de neige, comme s'ils portaient de lourds manteaux blancs. Le vent sifflait au loin, mais à l'intérieur, la chaleur enveloppait tout, comme un câlin réconfortant. Autour de la grande table ronde, recouverte d'une nappe à carreaux rouges, grand-père Bernard, un vieil ours brun au pelage grisonnant, ajusta son béret blanc. Ses grosses pattes posaient délicatement une galette dorée au centre de la table. Elle sentait bon le beurre, les amandes et un soupçon de vanille. L'odeur se faufilait dans la pièce, chatouillant les museaux des invités. « Elle a l'air délicieuse, grand-père !» s'exclama Laurette la chèvre, sautillant sur sa chaise. Grégoire le sanglier grogna d'approbation tout en léchant discrètement ses babines, tandis que Rufus le rossignol, perché sur une poutre, chantonnait joyeusement. L'atmosphère était douce, presque magique.
Bernard sourit tendrement en coupant la galette en parts égales. Ses mouvements étaient lents, remplis de soin, comme s'il s'agissait d'un trésor fragile. Chaque part était servie avec cérémonie, puis, avec un regard malicieux, il dit : « Celui qui trouvera la fève sera roi au ré !» Les invités gloussèrent d'excitation. Les morceaux disparaissaient vite, car la galette était exquise. Mais soudain, Bernard s'arrêta. Ses yeux s'écarquillèrent et sa mâchoire s'immobilisa. Il venait de croquer quelque chose de dur. Une petite fève blanche. Bernard la sortit délicatement, la contemplant en silence. Son sourire s'effaça peu à peu. Ses yeux bruns, d'habitude si pétillants, s'embrouillèrent d'une étrange lueur, comme un feu qui vacille. Je me souviens, murmura-t-il, sa voix tremblante d'émotion. Les animaux se turent. La cabane sembla retenir son souffle. Quel secret venait de réveiller cette petite fève? Grand-père Bernard reprit son souffle, ses yeux perdus dans le crépitement des flammes. D'une voix douce, presque chantante, il murmura : « C'était il y a bien longtemps. J'étais alors un jeune ourson, curieux et intrépide. Et, comme par magie, les mots de Barnabé enveloppèrent la pièce, transportant ses invités dans un autre temps, un autre hiver. La forêt semblait figée sous une couche d'argent. Les arbres, immenses et silencieux, étaient saupoudrés de neige et chaque branche scintillait comme une étoile gelée. De petits flocons tombaient lentement dans un balai gracieux, tandis que l'air frais picotait le bout du museau du jeune Bernard. Petit ours brun, tout emmitouflé dans son écharpe rouge, il avançait d'un pas hésitant dans ce monde silencieux. Chaque pas faisait crisser la neige, un bruit doux et feutré qui résonnait étrangement dans le calme de la forêt. « Où m'emmènes-tu, petite clé ?» murmura Bernard, tenant fermement dans sa patte une petite clé dorée qu'il avait trouvée dans la galette. Elle brillait faiblement, comme une lanterne dans la nuit, éclairant à peine le sentier enneigé devant lui. Mais Bernard n'avait pas peur. Non, il ressentait plutôt une curiosité irrésistible, celle qui fait battre le cœur un peu plus fort. Soudain, un bruissement léger attira son attention. Là, au bord de la rivière gelée, une libellule étincelante voletait dans les airs, ses ailes si fines qu'on aurait dit des fragments de verre. Elle tourbillonna autour de lui, laissant derrière elle une traînée de lumière dorée. « Suis-moi, petit ours !» gazouilla-t-elle d'une voix cristalline. Bernard leva les yeux, émerveillé. Comment une si petite créature pouvait-elle braver un froid si mordant? Mais la rivière est gelée. Comment vais-je traverser?
demanda-t-il, inquiet. La libellule répondit d'une voix sage. Parfois, il suffit de s'arrêter et d'observer. Bernard fronça les sourcils, puis regarda la rivière plus attentivement. À travers la glace, il aperçut quelque chose qui brilla dans le courant. Une première énigme, une première aventure venait de commencer. Bernard avançait prudemment sur la rivière gelée. Sous ses pattes, la glace craquait légèrement, produisant un son cristallin presque magique. La lumière dorée de la libellule le guidait encore, flottant comme une étoile vivante. Autour de lui, le vent soufflait doucement, chuchotant des secrets anciens aux arbres figés dans le silence hivernal. « N'aie pas peur, petit ours !» chantonna la libellule avant de disparaître dans un éclat lumineux. Un peu inquiet, mais déterminé, Bernard continua son chemin jusqu'à atteindre la rive opposée. Là, il découvrit une clairière endormie où la neige s'était déposée en un tapis blanc immaculé. Chaque brin d'herbe semblait figé sous un manteau glacé et les buissons portaient de petites perles gelées qui brillaient sous la lumière de la lune. Mais un son étrange l'arrêta net. Un chant, doux et mélodieux, s'élevait dans l'air comme une caresse. Bernard sentit son cœur s'apaiser instantanément. Il leva les yeux et aperçut un petit oiseau perché sur la branche nue d'un vieux chêne. C'était Rufus le rossignol. Ses plumes étaient un brun chaud et sa gorge brillait d'un reflet doré, comme si elle avait absorbé la lumière du soleil. « Bonjour, jeune voyageur. Qu'est-ce qui t'amène ici ?» demanda Rufus d'une voix douce. « Je cherche un trésor, monsieur Rossignol. Quelque chose d'important. Mais je ne sais pas ce que c'est. » Rufus hocha la tête, ses yeux brillants de sagesse. « Parfois, petit ours, le plus grand trésor se trouve dans ce que l'on entend. Écoute. » Bernard ferma les yeux, comme l'avait demandé l'oiseau. Il se concentra. Il entendit le vent qui fredonnait à travers les branches, la neige qui tombait en petits murmures doux, et même son propre souffle qui s'apaisait. Tout autour de lui vibrait d'une musique invisible, une symphonie de la forêt que l'on n'entend qu'avec le cœur. Quand il rouvrit les yeux, Rufus lui sourit. « La clé te montrera le chemin, mais l'écoute t'apprendra où poser les pattes. » Bernard se redressa, ses yeux pleins d'étoiles. Le chant de Rufus résonna longtemps dans son esprit, comme un souvenir précieux qu'il garderait pour toujours. Bernard remercia Rufus le rossignol d'un signe de tête avant de reprendre son chemin. La clé dorée, blottie dans sa grosse patte, brillait faiblement, comme si elle savait exactement où elle devait aller. Autour de lui, la forêt semblait s'assombrir. Les arbres, si majestueux quelques instants plus tôt, formaient désormais de longues ombres qui se tordaient sous le ciel enneigé.
Le petit ours avançait d'un pas hésitant, le cœur battant plus vite. Un vent glacial s'était levé, sifflant à travers les branches et faisait virevolter la neige. Soudain, un bruit sourd résonna derrière lui. Crac, crac. Quelque chose de lourd approchait. Bernard se retourna d'un bond et découvrit une immense silhouette. Un sanglier massif, au pelage noir ébouriffé et aux défenses imposantes, le regardait d'un air sévère. Ses petits yeux brillaient comme deux braises dans la pénombre. « Qui se trouve sur mon sentier ?» grogna-t-il d'une voix grave qui fit trembler la neige sur les branches. Bernard, un peu tremblant mais courageux, lui répondit. « Je cherche un trésor, monsieur le sanglier. La clé me guide, mais je ne sais pas où aller. » Le sanglier plissa les yeux et grogna à nouveau, faisant résonner sa voix comme un tambour. « Alors, tu devras traverser le sentier de glace. Mais attention, petit ours. Il est glissant, dangereux, et seuls les plus courageux arrivent au bout. » Devant Bernard, un chemin de glace s'étirait, luisant comme un miroir sous la lumière argentée de la lune. Le vent soufflait plus fort et un frisson parcourut l'échine du petit ours. Mais il inspira profondément, sentant son courage grandir dans sa poitrine. « Je peux le faire !» murmura-t-il pour se donner du courage. Bernard posa prudemment une patte sur le sentier. La glace était froide, si lisse qu'il manqua de glisser. Derrière lui, le sanglier grogna d'un ton encourageant. « Ne regarde pas tes pattes! Regarde devant toi! La peur est glissante, mais la détermination est solide. » Petit à petit, Bernard avançait, son cœur battant fort, mais son regard fixé sur l'horizon. Chaque pas était une victoire contre ses doutes, et à chaque instant, il sentait la clé dans sa patte lui rappeler. « Continue !» Au bout du sentier, une lueur douce l'attendait. Bernard arriva enfin au bout du sentier de glace. Ses pattes étaient gelées, son souffle formait de petits nuages blancs dans l'air glacé, mais une lueur douce et dorée illuminait maintenant l'horizon. Devant lui s'étendait une clairière enchantée, baignée d'une lumière irréelle. Tout semblait figé dans un rêve. La neige scintillait comme des milliers de diamants, et les arbres formaient une voûte argentée au-dessus de sa tête. Au centre de la clairière, posée sur un rocher givré, se trouvait une couronne. Elle était si belle que Bernard en eut le souffle coupé. Faite d'or et de fines pierres précieuses, elle semblait presque vivante, pulsant doucement comme un cœur. Chaque reflet projetait des étoiles autour d'elle. Bernard s'approcha à pas lents
ébloui par tant de beauté. Ses yeux brillaient d'admiration. « C'est le trésor que je cherchais ?» murmura-t-il, comme s'il avait peur de briser la magie du moment. Mais alors qu'il tendait la patte pour saisir la couronne, un vent soudain se leva, tourbillonnant autour de lui. Des flocons virevoltaient, dansant comme des petites fées lumineuses. La couronne se mit à trembler et s'éleva doucement dans les airs. « Non! Reviens !» s'écria Bernard, le cœur serré. Mais une voix douce, portée par le vent, répondit. « La couronne n'est pas ce que tu cherches, petit ours. Regarde autour de toi. Écoute ton cœur. » Bernard s'arrêta, les yeux écarquillés. Il regarda la clairière. Partout, il voyait les reflets de ses amis. La lumière dorée ressemblait à la clé de la libellule. Le vent qui fredonnait ressemblait au chant de Rufus le rossignol. Même le sentier de glace lui rappela les mots courageux du sanglier. Bernard comprit. Ce n'était pas la couronne qui était précieuse, mais tout ce qu'il avait appris. Les souvenirs qu'il venait de créer étaient son véritable trésor. Un sourire doux éclaira son visage. « Je comprends maintenant, » murmura-t-il, le cœur rempli de chaleur malgré le froid. La lumière dorée s'éteignit doucement et la couronne disparut dans un tourbillon de flocons scintillants. La clairière retrouva son calme apaisant. Bernard, le petit ours, se tenait là, debout au milieu de la neige, un sourire émerveillé sur les lèvres. Il sentait son cœur battre d'une douce chaleur, comme si une lumière y brillait désormais pour toujours. La clé dorée dans sa patte s'éteignit lentement, puis se transforma en une petite pierre lisse et brillante, semblable à une fève. Bernard la serra contre son cœur. « Merci » murmura-t-il, comme pour remercier la forêt, ses amis et les voies qui l'avaient guidé. Le chemin du retour parut plus facile, comme si les arbres eux-mêmes lui montraient la voie. Les branches au-dessus de lui murmuraient doucement, presque comme une berceuse. La neige tombait paisiblement, et chaque pas qu'il faisait laissait derrière lui de petites empreintes, comme un fil d'Ariane. Quand il arriva chez lui, le jeune Bernard trouva sa famille rassemblée autour de la cheminée. L'odeur de la galette chaude flottait encore dans l'air. Ses parents et ses frères le regardèrent avec tendresse. « Où étais-tu, Bernard ?» demanda sa maman, son museau tout doux posé contre lui. Bernard sourit et tendit la petite pierre brillante. « J'ai trouvé un trésor, mais il n'est pas en or. Il est dans mon cœur et dans les souvenirs que j'emporterai toujours avec moi. » Sa maman l'embrassa tendrement. « Alors, c'est le plus beau des trésors. » Grand-père Bernard termina son histoire, le regard perdu dans les flammes de la cheminée. Ses amis autour de la table l'écoutaient en silence, leur cœur apaisé. « Et cette pierre,
C'est elle que j'ai trouvée dans la galette aujourd'hui. Laurette la chèvre, les yeux brillants, demanda doucement. Et maintenant, grand-père? Bernard sourit. Maintenant, c'est à vous de créer votre propre souvenir. Dehors, la neige tombait doucement. Et dans la petite cabane, tout semblait plus chaleureux que jamais.